Vous avez tous remarqué récemment cet immense acharnement médiatique et diplomatique des trois mousquetaires qui sont la France, l'Allemagne et l'Espagne, surtout le lendemain de cette blague qui est l'affaire Pegasus. Je me suis beaucoup renseigné ces derniers temps. J'ai écouté, lu et regardé expliquer pas mal d'experts sur le sujet. Et c'est vraiment difficile de distinguer les fake news des vraies news, si je peux dire ça comme ça. L'idée de faire cette vidéo m'est venue à l'esprit le jour où j'ai créé la vidéo sur le monde tropique. Vous vous rappelez tous de ce 10 décembre 2020, où la décision américaine via le président Trump de reconnaître la marocanité du Sahara a fait sortir quelques pays des bois. Ce jour-là, les masques sont vraiment tombés. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU dès la reconnaissance par les USA de la marocanité du Sahara? Pourquoi une initiative aussi agressive vient-elle d'une Allemagne qui n'a aucun lien historique conflictuel récent ou ancien, pas même un début de passé colonial avec le Maroc? Pourquoi aussi l'Espagne a-t-elle franchi la ligne rouge en accueillant le chef des terroristes du Polisario, le même qui est poursuivi en Espagne pour le viol, la torture et le meurtre de milliers de Marocains? Pourquoi cette même Espagne, pourtant signataire des accords de Madrid du 14 novembre 1975, s'est-elle empressée de demander à l'administration Biden de renier la décision de Trump relative au Sahara, avant de combiner avec les vieux bulldogs en kaki d'Alger l'accueil et l'hospitalisation de Brahim le Pacher alias Arkhis alias Melbatouche dans des conditions honteuses et lamentables que l'on sait? Et la France dans tout ça? Pourquoi ce silence assourdissant, voire douteux, lorsque les instances européennes ont tenté de condamner le Maroc? L'autre question qu'on doit se poser aussi, c'est pourquoi, en dépit de cette panoplie de harcèlement, l'administration Biden a-t-elle persisté, signé et validé la reconnaissance américaine de la marocanité du province saharienne? D'ailleurs, j'envoie un gros doigt d'honneur à tous ceux qui disaient que ce n'était qu'un tweet et que Biden allait faire marche arrière, dans vos tronches. Pour finir, pourquoi ce n'est que récemment que cette affaire honteuse de Pegasus émerge pour impliquer nommément le Maroc parmi une quarantaine de pays dans l'espionnage de milliers de personnes dont des personnalités politiques à la tête desquelles figurait le président français Macron? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le retour avec une grande force du Maroc sur la scène africaine et surtout dans la sphère subsaharienne, tant sur le plan géopolitique et économique, a commencé à inquiéter d'abord la France-Afrique avant de devenir un vrai souci pour les mastodontes du CAC 40 et le Quai d'Orsay, que des chantiers, de parts de marché et de projets structurants africains arrachés au détriment de nombre de grandes entreprises françaises, dormantes et ronflantes sur leur laurier, que de conquêtes dans les secteurs bancaires, télécoms, BTP, industriels, agricoles, avec qu'un seul mot d'ordre, gagnant-gagnant, sans posture hautaine et encore moins néocoloniale. Du temps de François Hollande déjà, la France cherchait à remettre à sa place le Maroc, qui donnait des ulcères à l'establishment français. Vous vous rappelez sans doute de l'épisode comique où un véritable commando de la police française s'était présenté à la résidence de l'ambassadeur du Maroc pour y chercher Abdellatif Amouchi à Paris, ce qui fut contré illico par l'arrêt de toute coopération judiciaire et policière marocaine avec une France alors frontalement attaquée par le terrorisme de type Daesh. Mieux encore, la France a fini par décorer l'Amouchi et les deux satellites marocains furent actés au plus haut niveau après la COP22 qui a eu lieu bel et bien à Marrakech. Aujourd'hui, le Maroc possède deux satellites de haute technologie qui nous envoient de très belles images sur les mouvements des bulldogs en kaki à l'est. Puis arrive le mandat du président Macron, lui qui est très proche du milieu de la finance et des affaires. Plus le Maroc collectionnait les adhésions à sa cause nationale durant tout le temps où l'Algérie des caporaux ne savait que faire d'un président agonisant, et plus la France comptait avec agacement les performances marocaines en Afrique. Par exemple, retour au sein de l'Union africaine, coopération bilatérale intensive avec les pays sous franc CFA, stratégie de conquête de la confiance de l'Afrique centrale et de l'Est, implication forte dans le conflit libyen, négociation de l'entrée à la CEDEAO, traque satellitaire des terroristes du Sahel, mais pas que, mobilisation de capitaux auprès de fonds souverains golfiens en faveur de projets marocains dans certains pays africains. Projet d'investissement pharaonique par exemple de 3,3 milliards de dollars à Niamey, Niger. Gazoduc Nigeria-Maroc, la liste est longue. L'establishment français n'en pouvait plus de ces humiliations successives, mais le coup de grâce à la doctrine maghrébine de la France fut celui de la reconnaissance franche, claire et nette de la marocanité des provinces aériennes par les USA.
les responsables de haut rang français savaient que le Maroc négociait la normalisation de ses relations avec Israël depuis 2017. Ils savaient aussi que le Maroc ne reconnaîtra l'État hébreu que contre un soutien actif et réel d'Israël quant à la reconnaissance par les USA de sa souveraineté sur le Sahara marocain. Sauf que les Français, ils étaient loin, très loin de penser que cela puisse se concrétiser vraiment. Qui plus est, sous la forme d'un accord tripartite. D'autant que les USA étaient souvent les rédacteurs des résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain et ne pouvaient donc pas prendre un virage aussi sec. Mais en fait, comment le Maroc a pu faire pour arracher la reconnaissance du Sahara marocain à Trump? Eh bien, selon le journaliste Abdessamad Mohieddine, qui a eu pas mal d'interviews avec des personnalités du monde politique français, et d'ailleurs, vous trouverez un lien vers sa biographie dans la description de la vidéo. Le Maroc et Israël ont travaillé au corps à corps les politiciens des deux camps démocratiques et républicains aux USA. Ils se sont partagés les rôles. Le royaume s'est concentré sur les élus démocrates via un lobby patiemment constitué depuis le premier mandat de Bill Clinton, pendant que l'État hébreu a travaillé au corps les parlementaires républicains, l'entourage de Trump et le département d'État avec un soutien musclé de l'AIPAC. Et c'est ici où on voit l'amateurisme des Français. Malgré les échos qui parvenaient aux représentations diplomatiques et consulaires françaises à Tel Aviv, à Jérusalem, à Washington et à New York quant à cet activisme lobbyiste maroco-israélien, leurs analyses ne prévoyaient une issue favorable au Maroc que sur le très long terme, à la suite d'un long processus de négociation ardu entre le royaume chérifien et le Polisario, sous l'égide de l'ONU. D'ailleurs, un truc marrant, Nikki Haley et Kelly Knightcraft, les ambassadrices successives des USA à l'ONU, continuaient à suivre le train-train des consultations des membres du Conseil de sécurité comme si rien ne se passait à Washington à propos du Sahara marocain. De la grande discrétion. Et après, paf, on connaît la suite. En fait, dans cette affaire, il y a eu, en plus du lobbying, deux facteurs extrêmement importants et deux acteurs importants auxquels on pense peu. Le duo Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, d'une part, et la Grande-Bretagne, d'autre part. Pour les facteurs importants, le premier est que le bloc de pays qui avait reconnu la race est passé de plus de 80 pays à seulement 18, dont 2 ont gelé leur reconnaissance. Et ça, grâce à l'évaporation des réserves de devises provenant du gaz en Algérie, la banqueroute. Le deuxième, c'est que le Maroc a construit les moyens de son émergence, et ce, à l'encontre de la doctrine universellement admise par l'ensemble des think tanks occidentaux qui craignent plus que tout ce qu'ils appellent le syndrome du dragon. Je m'explique. En fait, c'est une référence à la Chine ou encore à la Corée du Sud, qui ont pu dribbler les grandes puissances occidentales par le binôme discrétion et volontarisme. La Chine l'a fait sous son propre parapluie nucléaire, tandis que la Corée du Sud a bénéficié de celui des USA face à la menace nord-coréenne. Or, le 2 octobre 2020, l'accord historique maroco-américain de coopération militaire stratégique portant sur la décennie 2020-2030 est venu faire du royaume le fer de lance de la pénétration stratégique américaine au sein du continent noir. Il a ainsi garanti le passage paisible au stade de l'émergence, mais l'Europe y voit l'érection d'un obstacle de taille à son traditionnel business. Et concernant les acteurs que sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Grande-Bretagne alors, selon l'interview du journaliste, depuis le premier sommet islamique qui a engendré l'OCI le 25 septembre 1969, le Maroc a servi d'éclaireur de l'Arabie Saoudite à la veille de grandes décisions stratégiques. Il en fut ainsi, par exemple, pour le fameux plan Fed 7 août 1981, de la confirmation de l'OLP comme unique représentant du peuple palestinien, octobre 1974. Dans cette affaire, les Saoudiens ont beaucoup défendu la thèse marocaine auprès de l'administration Trump comme au sein de l'ensemble de la sphère arabe, notamment en neutralisant les états d'âme des Égyptiens. Et plus généralement, l'alliance stratégique maroco-saoudienne relève du secret de Polichinelle. En témoigne l'intervention militaire marocaine au Yémen au début du conflit, ou l'entraînement des commandos et des pilotes saoudiens dans les bases marocaines. Concernant les Émirats Arabes Unis, c'est une panoplie de complicité financière, policière. Les meilleurs éléments sécuritaires émiratis ont été formés par les Marocains, diplomatiques et stratégiques, afin de faire aboutir la normalisation marocaine avec Israël, comme ils l'ont fait eux-mêmes, les Émirats, après avoir précipité le Soudan dans les bras d'Israël, ont incité Netanyahou à faire franchir à Trump le cordon de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Par ailleurs,
Chacun sait que le Maroc profite des fonds souverains émiratis pour financer ses grands projets, et il y en a à l'appel, mais ce n'est pas le sujet. Dans le prochain épisode, qui est déjà prêt, nous allons parler du rôle des Britanniques dans la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, ainsi que le rôle de la France dans l'acharnement européen actuel contre le Maroc. À très bientôt.